Bon, bonjour. Mon propos cet après-midi, ça va être de vous montrer comment, dans la sexualité et dans la façon de vivre le couple aujourd'hui, on peut dire le couple moderne, on peut être encombré par des archaïsmes, la plupart du temps qui sont inconscients et qui en fait proviennent de la sexualité et du couple de nos ancêtres. Donc ce que je vais vous faire, c'est une lecture transgénérationnelle du couple, en sachant que le couple il est marqué tout autant par l'histoire sociale, l'histoire collective, l'histoire individuelle de chacun, mais aussi, on va dire, par non seulement notre propre enfance, mais l'enfance de nos ancêtres, c'est-à-dire des générations qui avaient avant nous. Je vais essayer de vous montrer comment le couple est conditionné par tout ça. Et la question que je voulais apporter aujourd'hui, c'est comment cet individuel archaïque qui est en nous vient s'opposer au désir de modernité. Et comment ça se rencontre et comment ça fait des conflits et puis un certain nombre d'impasses. Et je vois avec toutes les personnes que je reçois donc en tant que psychanalyste, je vois comment y a des gens qui n'y arrivent pas. Hein, leur expression, si on n'arrive pas, alors à tous les âges, hein, je reçois des personnes jeunes, des personnes plus âgées. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des couples heureux. C'est pas mon propos, ça existe, hein, mais moi je vais vous parler de ceux qui vont pas bien. Et puis oui, c'est ça, dans le fil des questionnements des personnes qui viennent me voir. Alors tout d'abord, la question du couple, et je vais toujours lier le couple et la sexualité. Hein. La question du couple, c'est que il y a toute une partie de travail qu'on peut faire avec que moi je fais avec les personnes. Je ne fais pas de thérapie de couple, hein, donc quand je travaille avec quelqu'un, je ne travaille pas avec les deux membres du couple. Et en général, il y a pas mal de solutions qui peuvent être apportées, on va dire, par l'enfance, parce que traite la psychanalyse en général. Mais la plupart du temps, ça ne suffit pas. Hein, je me suis aperçu, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui tournaient en boucle. Et ils tournaient en boucle en analyse, donc ils perdaient beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut plus vraiment travailler l'enfance des personnes, travailler avec eux cette enfance. On est obligé d'aller voir, moi je dirais plus haut, parce que je pense à un arbre généalogique, donc en hauteur, comme ça. Et on est obligé d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour les parents et qu'est-ce qui s'est passé pour les grands-parents, et des fois, il faut aller encore au-dessus. Alors, le mieux, je voulais commencer, avant de faire quelque chose de trop théorique, vous montrer un cas clinique. Il va y avoir beaucoup de cas cliniques aujourd'hui. Je pense que c'est plus ludique. Et puis, c'est la vie, on comprend comme ça. Alors, ce cas-là, moi, je ne vois pas le tableau, mais donc, je vais vous montrer. C'est cette personne, alors pour ceux qui ne sont pas habitués aux arbres, hein, vous voyez, là, ça, c'est la femme que j'ai reçue. Et puis, au-dessus, c'est sa mère, en rose, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Ça roule? C'est bon, hein, vous voyez? Vous allez en voir pas mal des arbres. À côté, en bleu, c'est son mari. Et alors, cette femme que j'ai reçue, elle venait de faire une dépression, donc elle était sous antidépresseur qu'un psychiatre lui avait donné. Et pourquoi elle était en dépression? Parce qu'elle était mariée, elle avait des enfants, tout allait bien, et puis elle est tombée amoureuse d'un homme à son travail, d'un collègue de travail, et puis en plus, non seulement elle tombe follement amoureuse de lui, mais en plus, il veut pas d'elle. Lui, il veut pas entendre parler de cette histoire. Et à ce moment-là, elle commence à tomber en dépression. Et évidemment, quand on travaille comme ça en analyse, au début, on ne comprend pas, on ne voit pas. On ne voit pas pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette dépression qui arrive pour un homme qui ne veut pas d'elle. Or, déjà, vous pouvez voir qu'il y avait quelque chose de curieux, c'est qu'elle avait pris un mari qui avait le même prénom que son père. Vous voyez, son mari, c'est Julien, et sa mère avait épousé un Julien. Je vous donne les prénoms à chaque fois, mais tout est toujours changé, mais je garde toujours les analogies, hein, pour qu'on ne puisse pas reconnaître les gens. Ça, c'était déjà curieux. Alors, un psychanalyste classique, il dirait « Ah bah voilà, elle fait son Oedipe, là. Elle a pris quelqu'un comme papa. » En fait, c'est pas du tout ça, la question. La question, il est que, comme elle est amoureuse de ce gars qui s'appelle Bertrand, et comme on ne comprend pas d'où ça vient, moi, ce que je fais en général avec les personnes, les femmes ou les hommes, ben, je dis, demandez aux femmes, je dis toujours, demandez à votre mère, parce que c'est un grand classique. Est-ce qu'elle n'aurait pas été amoureuse de quelqu'un avant votre père, pendant, après quand ils sont divorcés,
mais parce que ça a de l'importance. Et elle va demander à sa mère, et sa mère lui dit, bon, bah voilà, je vais te dire mon secret, j'ai eu un amant quand tu étais petite. Et cet amant, il s'appelait Bertrand. Vous voyez, donc elle est hop, je vais retrouver ma souris. Elle est folle amoureuse d'un Bertrand, et sa mère lui révèle que quand elle était petite, quand elle avait 3-4 ans, elle a eu un amant qui s'appelait Bertrand. Ça a duré plus quelques années, mais ce qui s'est passé, c'est que ça ne marchait pas, il fallait arrêter la relation, et elle a arrêté la relation, mais plutôt, on va dire, la mort dans l'âme. Alors, ça c'est extrêmement curieux, je vous ai amené ce cas-là parce que ce n'est pas aussi limpide en général, mais c'est un cas très limpide. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle ne savait pas. Il faut comprendre que cette femme qui a une trentaine d'années n'a jamais su que sa mère avait eu un amant qui s'appelait Bertrand. Et en fait, elle a reproduit à l'identique la structure de sa mère. C'est-à-dire, elle est partagée entre un Julien mari et un Bertrand amant. Sauf qu'elle n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est qu'elle passe son temps à essayer de réparer sa mère. C'est-à-dire, elle passe son temps à essayer de redonner son amant à sa mère, tout en croyant que c'est pour elle qu'elle le fait. Alors, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est ça qu'on va voir un peu, beaucoup. C'est, vous voyez que là, il y a un inconscient, et surtout, c'est la façon dont on répète ce qu'ont fait nos parents, et parfois, je vais vous montrer des cas où ça remonte à 4 générations avant. C'est encore plus surprenant. Alors, la première des choses que je voulais vous expliquer, c'est un concept de psychanalyse transgénérationnelle, c'est qu'on est capable de dupliquer. C'est-à-dire, on va reproduire à l'identique. C'est exactement le cas de cette Martine. Et donc, je vais vous mettre une diapositive pour vous montrer. C'est le premier, vous voyez, j'ai mis 4 concepts de psychanalyse transgénérationnelle. Et le premier, c'est comment un enfant duplique les structures de ses parents. Alors, pourquoi un enfant? Je ne peux pas vous parler du couple sans vous parler des enfants. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant en nous qui fait le couple. C'est ça la grande question. Il y a une partie en nous qui est adulte, mais il y a une partie en nous qui est toujours le petit enfant avec toutes ces questions d'enfance. Et là, en plus, il porte les questions de ses parents et de l'enfance de ses parents. Et la première question que pose un cas comme ça, c'est comment a fait cette Martine, donc je vais y revenir, si vous voulez, comment a fait cette Martine pour reproduire à l'identique, alors qu'elle prenne un mari qui s'appelle Julien comme son père, on comprend, comment ça se fait qu'elle va se trouver un amant qui a le prénom de l'amant de sa mère? Un vrai secret. Sa mère ne l'avait jamais dit. Et là, ça implique une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est la télépathie des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants savent tout. Et c'est Françoise Dolto qui le disait tout le temps, hein, je vous cite Françoise Dolto, elle disait « tous les enfants sont télépathes » et elle disait « les enfants savent tout inconsciemment ». Alors attention, télépathie, ça ne veut pas dire qu'ils savent ce qu'ils savent. Ils captent. Hein, ils captent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils captent. Et le symptôme, moi je reçois beaucoup d'enfants, je reçois beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants, et les symptômes des enfants, c'est souvent qu'ils captent quelque chose qu'on ne leur a pas dit. Et ça se résout très souvent quand on leur explique ce qu'ils ont capté. Et là, vous voyez Martine, dans son cas, elle est comme un enfant qui a capté et qui n'a pas compris et puis qui répète. Et une partie des symptômes, évidemment, vont disparaître quand elle va comprendre cette histoire, quand elle va comprendre qu'elle essaye de jouer une histoire qui ne lui appartient pas. Alors, pour vous montrer juste un petit quelque chose, c'est juste un dessin d'enfant pour vous montrer comment un enfant peut capter des choses. Et moi, je le vois dans les... Alors, je vais en faire flipper plus d'un, mais ce qui se passe, je ne vais pas vous parler que d'histoires d'amants et de maîtresses, hein, mais il y en a beaucoup. Je suis désolé. Mais là, c'est encore une histoire comme ça. Alors, c'est une petite fille qui allait très très mal. Alors, elle est pas mal pour ça. Hein. Mais elle me fait ce dessin-là, et moi, c'est caractéristique. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, ce dessin? Et elle me dit, plusieurs soleils pour la Terre. Et moi, tout de suite, je suis obligé de penser, tiens, plusieurs hommes pour une femme. C'est-à-dire que c'est la façon dont un enfant capte les choses. Hein. Et la séance d'après, il se trouve que je peux prendre la mère à part. Et je lui dis, écoutez madame, je suis désolé, mais pour travailler avec cette question de votre fille, je suis obligé de savoir. Je vais pas balancer l'affaire, mais moi j'ai besoin de savoir pour comprendre où je vais.
Elle me dit oui, oui, chut, il faut surtout pas le dire et tout, voilà. Et puis elle me raconte l'histoire de son amant et tout ça et tout ça. C'est juste, je vous montre ça pour vous dire à quel point les enfants sont télépathes. Ils captent, c'est-à-dire ils savent tout. Et c'est bien parce qu'ils savent tout qu'ils captent les morts, ils captent tout, les fausses couches, les avortements. Et c'est tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ça qu'on va porter en tant qu'adulte. On va l'amener ça dans notre sexualité, on va amener ça dans notre couple. Alors là, je vais vous montrer un deuxième cas. En fait, moi, je l'ai appelé je l'ai pas marqué là, mais je l'ai appelé le cas des oies blanches. C'est-à-dire que c'est comment des générations de femmes, entre guillemets, je dirais, oies blanches, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas informées, hein, qui sont en fait comme des petites filles, comment va se transmettre. Là, quelque chose dont je vais beaucoup vous parler, c'est en gros un prince charmant. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas des structures anciennes. Hein. Je vais vous donner plusieurs cas pour vous montrer, parce que si je vous dis, ah oui, le prince charmant, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais non, ça n'existe plus, ça. Je reçois des filles de 23 ans, elles sont en train de se faire un prince charmant. Hein. Donc c'est ça que je vais vous montrer, c'est que ça, c'est transgénérationnel. Alors dans le cas qui est là, la femme, elle est en bas ici. Donc toujours, c'est toujours des lignées féminines hein, pour les femmes, comme ça. Je vous montrerai des cas d'hommes, mais il va y avoir pas mal de cas de femmes. Et là, cette femme qui est là, donc elle travaille avec moi, et elle a eu un amour, je l'ai mis en rouge, là, vous voyez ici. Là, ce n'est pas une histoire d'amant et de maîtresse, c'est une histoire de premier amoureux. Et à 18 ans, elle est amoureuse d'un garçon, et c'est un amour platonique, il ne se passe rien. Et ce garçon, en fait, était un espèce d'aventurier, et qui allait de pays en pays. Et elle, à 18 ans, elle ne le verra plus jamais, mais elle est amoureuse à vie de lui. C'est-à-dire, elle l'aime. Un point, c'est tout. C'est lui qu'elle aime. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, après, elle se marie. Elle se marie avec un homme qu'elle aime, entre guillemets, mais ça ne sera jamais celui qu'elle a aimé en premier, qu'elle aimait tellement. Et là, c'est quelque chose de caractéristique. Elle se marie et elle commence par faire une IVG avec lui. Pour un certain nombre de raisons du couple. Mais ce qu'on voit, on le voit en analyse très bien, c'est que cette IVG, c'est l'enfant qu'elle n'aura jamais avec le premier. Vous voyez déjà comment le couple est conditionné par son histoire à elle antérieure. Et on voit la trace de cet amoureux avec le premier garçon qui porte le prénom de l'amoureux. Alors évidemment, le mari, lui, il ne sait pas. Elle lui a jamais dit. Donc quand ils ont choisi le prénom, elle lui dit ah, qu'est-ce que tu veux comme prénom pour notre premier garçon? Elle, tout de suite, hop, elle donne le prénom de l'amoureux. Donc celui-là est encore l'enfant qu'elle aurait voulu avoir avec cet amoureux. Elle-même, elle dira dans son travail que tous ses enfants sont les enfants du premier dans sa tête. Alors là, c'est une structure très, très forte, c'est une structure malheureuse, elle a divorcé depuis, elle a eu du mal dans sa vie, parce qu'elle est vraiment clivée en deux, avec un mari qui est là et qu'elle n'aimait pas bien, et puis un amoureux qu'elle ne reverra plus jamais. Mais ce qui se passe, c'est que quand elle étudie l'histoire de sa famille, on s'aperçoit que, alors c'est un peu comme en génétique, sa mère, il n'y a pas eu d'histoire comme ça, c'est plus intériorisé. Par contre, sa grand-mère, au même âge, elle a été amoureuse d'un artiste, et comme ce n'était pas possible pour la famille, parce que c'était un artiste, elle n'a pas pu se marier avec lui. Donc, ça a déjà eu lieu là, et ensuite, on sait aussi dans l'histoire de famille que l'arrière-grand-mère, elle a été à moitié abusée, un peu séduite par le précepteur, qui est parti après, et qui était un aventurier, et qui est parti de pays en pays, comme l'amoureux de la femme que je reçois. Donc là, on est carrément au niveau de l'arrière-grand-mère. Ça, c'est la transmission d'une structure qui va être répétée. Et pour vous dire que ça se répète aujourd'hui, c'est qu'elle a une fille ici, et que la fille ici, qui vient d'avoir 18 ans, a un amour platonique avec un garçon. Et elle, en gros, c'est une histoire de Paul et Virginie au niveau des prénoms. C'est-à-dire qu'elle se fait déjà un amour tragique à 18 ans avec un garçon qu'elle va sûrement perdre. Et hop, on continue. Vous voyez, ça, c'est les répétitions, et c'est la façon dont on peut répéter. Alors, je vous parlerai des cas d'hommes un peu plus tard, mais déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est donc que le constat que je fais actuel, et c'est là que c'est très difficile, c'est que c'est un constat où il y a un leurre de modernité, alors que moi, je perçois que des choses archaïques. Et si vous voulez, l'origine, moi, je la mettrais d'abord en premier lieu dans la condition des femmes de nos ancêtres. Je pense que le grand problème qu'on paye aujourd'hui, c'est la condition
des femmes, là, si je vous ai parlé des oies blanches, c'est-à-dire des femmes qui avaient le droit de rien, qui ne connaissaient rien, c'est-à-dire qui se mariaient, qui n'étaient absolument pas informées, et qui étaient donc ce que j'appelle des totalement naïves. Donc ça c'est extrêmement important parce que c'est, moi je suis pas un féministe forcené, hein, vous allez voir, mais quand même je pense que c'est l'oppression des femmes qui est à la source d'énormément de problèmes aujourd'hui. C'est cette oppression des femmes qu'on paye encore maintenant et que les femmes payent, je dirais, d'un lourd tribut, plus que les hommes peut-être, tout simplement parce que les hommes avaient plus de liberté et notamment au niveau sexuel. C'était pas glorieux, mais au moins les hommes ils pouvaient cavaler un peu. Les femmes, elles restaient à la maison et elles étaient opprimées, donc, dans leur sexualité et dans leur couple. Et ce qui est important, c'est de montrer comment il y a une modernité qui va vite, 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 vite. On sait tout, on parle de tout. Donc, a priori, on est très, très, très informé, mais les mentalités, le psychisme, moi, je m'aperçois qu'il ne suit pas. Il n'y a pas de suite de ça. Ça fait donc des conflits et des décalages. Et ça fait d'autant plus des décalages que les personnes vont penser être dans la modernité. Et je vous dis ça parce que j'ai vu ça en mai 68. J'ai vécu mai 68, même si j'étais jeune. Et j'ai vécu l'après mai 68 et je me suis aperçu. C'était incroyable parce que mai 68, pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'explosion de toutes les barrières. Et les gens n'étaient pas prêts. Donc qu'est-ce que ça a amené? C'est plutôt n'importe quoi. Et en particulier, ça a amené les archaïsmes. C'est-à-dire que les gens avaient des modes archaïques avec des modes de vie nouveaux. Et ça faisait des trucs très, très étranges, quoi. Et ça aussi, on le paye encore aujourd'hui. Moi, je le vois avec les enfants de 68 ou les petits-enfants de 68. C'est que du coup, il y avait quand même tout ce qui était archaïque était encore là. Et puis en même temps, il y avait de la liberté. Alors les gens, ils naviguaient à vue comme ça. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je peux trouver par exemple une femme, on va dire moderne, une jeune femme. Tout va bien tant qu'elle surfe sur les hommes. Alors elle, à ce moment-là, elle est moderne, c'est-à-dire elle a un boulot, elle est forte en elle a de la personnalité, tout ça, tout ça. Bon, elle va de gars en gars, ça reste pas tellement, mais elle, ça lui convient très bien. Puis à un moment donné, elle veut se fixer. Elle se dit, bon, ben voilà, j'ai 28, j'ai 29 ans, peut-être que je vais quand même me fixer. Et là, catastrophe, ça commence. Elle n'y arrive pas. Et là, elle commence, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le retour des ancêtres. C'est les vieilles structures qui reviennent. Et en général, il y a des femmes comme ça, il suffit d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour leur mère, leur grand-mère, arrière-grand-mère, pour comprendre par quoi elles sont rattrapées. Alors des fois, vous avez vraiment des messages. Moi, j'ai reçu une femme de 36 ans comme ça, sa grand-mère lui a dit à 18 ans, elle lui a donné une bague, et elle lui a dit « te marie jamais ». Et elle a mis la bague. Et quand elle me raconte ça, elle avait la bague. Et je lui dis, vous portez la bague depuis que vous avez 18 ans, vous avez 36 ans, et vous venez me voir parce que vous ne trouvez pas un mec avec qui vous fixez. Ben, j'ai un petit problème, vous pouvez commencer par enlever la bague, là, peut-être. Hein, parce que sinon, inconsciemment, vous obéissez à votre grand-mère, là. Et évidemment, la grand-mère, elle, ça avait été une torture, son couple. Elle s'était mariée, c'était une catastrophe. Donc elle a dit à sa petite fille, qu'elle aime beaucoup, ah vraiment, ma cocotte, te marie jamais. Sauf qu'à ce moment-là, elle lui envoie une information qui va faire que cette fille, sa petite fille, n'y arrive pas. Évidemment, c'est une éternelle célibataire. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses. Alors là, c'est une chose très violente, hein, très directe, mais c'est très important de comprendre que c'est pas loin tout ce qu'on paye. C'est-à-dire que la question de la féminité, c'est il y a pas longtemps. C'est les grands-mères. C'est pas loin. Et par exemple, la question de l'amour, elle est vraiment importante parce que maintenant, les gens, ils réclament l'amour. Tout le monde réclame l'amour. Enfin, toute personne qui vient me voir me dit, je veux de l'amour. Mais si on prend les générations au-dessus et quand on demande aux personnes les plus âgées, ils rigolent. Ils disent mais non, mais avant on se mariait pas par amour. Il faut comprendre que même l'Église insistait beaucoup là-dessus. Il y a eu des recherches, je vais beaucoup vous parler parce que des recherches historiques et sociologiques et de l'anthropologie. Mais l'Église disait l'amour viendra après. Et l'Église déconseillait de se marier par passion parce que c'était pas bon la suite. On se mariait sans s'aimer et le mariage allait donner l'amour. Alors vous avez George Sand par exemple qui dit elle écrit comment sa nuit de noces a été un viol et un cauchemar pour elle. Pour elle c'était un viol. Et donc vous allez voir qu'on va surtout aujourd'hui on paye le 19e siècle. Ça c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'en être très loin. Et pourquoi? Parce que c'est au 19e siècle que l'oppression sexuelle est la plus forte et que
la pression sur les femmes et les hommes est la plus forte. Et il y a notamment un truc qu'on n'a pas bien saisi, c'est en France, c'est la démographie. C'est-à-dire que fin 19e, à cause de la guerre de 1870, et c'est spécialement français, on voulait prendre notre revanche, et la seule revanche, c'était d'avoir des soldats. Donc, à ce moment-là, il y a une politique générale en France de natalité, et avec tout ce qui va suivre sur l'oppression des femmes. C'est à ce moment-là, on a dit aux femmes, bah, écoutez, là, vous rentrez à la maison, vous faites des bébés, ça suffit. Et tout va être tourné là-dessus. Vous allez voir que c'est vraiment beaucoup ça qu'on paye, c'est-à-dire le fin 19e, hein, mais tout le 19e siècle, fin 19e, et tout ça, ça se libère finalement vraiment qu'en 68, puisque après 45, encore une fois, il fallait une politique de natalité. Alors, ce dont je voulais parler sur les structures actuelles. Les structures actuelles des personnes, je vais vous faire en gros 2 schémas qui se retrouvent à peu près partout. Alors, on va dire, oh, c'est grossier, c'est pas comme ça. Évidemment, c'est un peu plus fin. Mais le premier schéma, c'est les femmes. Moi, je vois vraiment qu'elles sont partagées en 2, beaucoup entre le prince charmant et le mari. Hein, c'est la définition que je fais à peu près. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le prince charmant et puis de l'autre côté le mari. Alors, le prince charmant, c'est extrêmement intéressant, ça, parce que qu'est-ce que c'est le prince charmant? Alors, j'ai une définition, je vais vous la dire, du prince charmant. C'est celui qu'une femme a eu, c'est celui qu'elle n'a pas eu, c'est celui qu'elle aura, et c'est celui qu'elle n'aura pas. Alors, je vous le redis, c'est celui qu'elle a eu, celui qu'elle n'a pas eu, celui qu'elle aura, et celui qu'elle n'aura pas. C'est jamais celui qu'elle a. C'est ça la question du prince charmant. Dès qu'elle en a un, c'est plus un prince charmant. Ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui fait le clivage. Alors je vous dis, j'exagère, il y a des femmes qui aiment leurs hommes, heureusement, mais c'est pas simple. Il y en a pour qui c'est pas simple, et notamment, on le retrouve chez les jeunes, il y a des symptômes qui vont arriver quand justement une femme aime un homme. Elle aime un homme, et il y a des symptômes qui l'empêchent d'aimer cet homme. Ça, c'est la façon dont elle est rattrapée par ce clivage du prince charmant et du mari. Et vous voyez que, comment dire, on le retrouve très souvent. Alors, pourquoi j'ai dit c'est celui qu'elle a eu et celui qu'elle n'aura pas? Parce que, par exemple, elle est sortie avec un gars, et je vous parlerai du clivage des hommes après. Mais les femmes, par exemple, elles sortent jeunes avec quelqu'un, et quoi, ou alors c'est bref, ou alors ça dure 1 an ou 2, et puis ça s'arrête. Et puis elles vont se fabriquer un prince charmant. Alors notamment, pourquoi? Parce que ce garçon, elles l'ont pas vu longtemps. Elles l'ont pas vu avec des pantoufles, elles l'ont pas vu. Il est beau, il est magnifique, ça se trouve, ça serait une tête de lard au bout de plusieurs années, mais c'est pas grave. Elles se sont fait un prince charmant. Et à ce moment-là, c'est celui-là. Et le clivage arrive, et celui avec qui elles vont se fixer ne sera jamais comme ce premier qu'elles ont eu. Mais dans le cas que je viens de vous montrer, là, celui qui est encore sur la diapo, là, c'est un prince charmant qu'elle n'a pas eu. Vous voyez, donc c'est un prince charmant, platonique. J'ai vu des princes charmants incroyables, j'ai vu des princes charmants personnages de télévision. C'est-à-dire des femmes qui s'étaient fait un prince charmant sur un acteur. C'était leur prince charmant. Et après, personne ne serait à l'égal de cet homme. Donc elles n'ont pas besoin d'aller avec. Hein. Et évidemment, ce clivage, on va le trouver dans un autre, on va dire, dans une autre perspective, c'est la perspective du futur. C'est que du coup, elles vont être avec un homme fixe et elles vont penser à celui qui pourrait venir. Donc dans ce cas-là, c'est encore un autre clivage, c'est-à-dire elles sont comme en attente. C'est un peu comme Soran, ne vois-tu rien venir. Elles sont en train d'attendre quelqu'un qui va les délivrer, avec lui, au moins, ça sera l'amour. Et puis souvent, il peut arriver, mais des fois, souvent, il n'arrive pas, quoi. Alors, et ça, on le voit avec des jeunes filles, je vous dis. C'est des structures que je vois avec même des filles de 20 ans, de 22 ans. Hein. C'est pas un truc obsolète, ancien. C'est vraiment ça que je veux vous montrer, c'est comment on est tenu par tout ça. Alors, une des causes principales de ce clivage entre mari et prince charmant, c'est évidemment l'oppression sur les femmes et le fait que les mariages n'étaient pas des mariages d'amour. En fait, à peu près tout vient de là. C'est-à-dire que la plupart de nos ancêtres n'étaient pas avec l'homme qu'elles désiraient. Parce que c'était comme ça. Et notamment, pourquoi? Parce qu'elles ne pouvaient pas essayer. On a l'avantage avec les jeunes filles maintenant, c'est qu'elles essayent. C'est-à-dire, elles se plantent, elles vont avec des gars et disent « Oh non, ça ne va pas ». Avant, on n'avait pas droit à l'erreur. Le premier, ça devait être le bon. Donc vous voyez, si vous voyez un peu votre vie, puis vous voyez la vie des jeunes, le premier c'est le bon, c'est un peu compliqué là. Hein. Souvent, il faut en voir plusieurs avant de se dire, voilà, il faut essayer pour adopter, quoi. Et là, il n'y avait pas le choix. Alors du coup, ça faisait des catastrophes
et des catastrophes sentimentales. Et on croit qu'on peut faire l'impasse là-dessus, sur nous-mêmes. C'est pas possible. Si vous avez une arrière-grand-mère qui a vécu 40 ans de sa vie, un cauchemar parce qu'elle n'était jamais avec l'homme, elle était tous les jours avec quelqu'un qu'elle ne pouvait pas supporter, ça vous fait, alors nous on appelle ça en psychanalyse transgénérationnelle, ça fait un fantôme. Ça fait une structure qui va se répéter de génération en génération et qui va hanter, là dans ce cas-là, les descendantes et empêcher leur, on va dire, leur relation de façon à ce qu'elle soit tranquille. Alors l'autre, là je vous parle des femmes, l'autre clivage des hommes, bah, ça vous le connaissez, mais moi je le vois encore, c'est la maman et la putain. C'est-à-dire que là les hommes, et pareil, encore aujourd'hui, sont assez clivés comme ça. En gros, la maman et la putain, c'est celle avec qui je suis, c'est une maman. Alors il y a un aspect psychanalytique très important. Et puis celle avec qui je ne suis pas, mais avec qui je peux jouir, et là c'est une question de jouissance, c'est entre guillemets la putain, c'est-à-dire la fille extérieure. Et là, vous avez alors pour vous donner un exemple de répétition, un jeune garçon de 24 ans, il est avec sa copine, il s'adore. Hein, c'est en ce moment-là, c'est fantastique comme. Et alors ils ont une vie sexuelle hyper épanouie, c'est super chouette. Sauf que sa copine, elle s'aperçoit que tous les soirs, il se relève et il va se masturber sur Internet. Et le jour où la copine découvre ça, elle est mais KO. Et elle va voir son copain, et lui non plus, il comprend pas. Et elle lui dit mais tu vois comment on est bien tous les deux, on fait l'amour et tout, et toi, tu as besoin d'aller sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Or, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père de ce garçon allait voir les prostituées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il répète. Et il ne peut pas s'empêcher. Alors qu'il est heureux avec sa copine, le soir, il répète la structure de son père. Hein, donc, vous voyez, c'est comment on répète, et là, comment les hommes aussi répètent. Et ce clivage de la maman et de la putain, vous le trouvez beaucoup avec les Don Juan. Alors moi, j'ai reçu beaucoup de Don Juan, c'est passionnant, hein, les Don Juan. Je reçois des hommes qui ont 6-7 partenaires par semaine, différentes, une par jour. Hein, donc c'est des grands consommateurs. Et puis donc, c'est que ça marche. Alors vous comprenez bien que s'ils ont 6-7 par semaine, ça veut dire que de l'autre côté, ça fait 6-7 filles qui se fabriquent un prince charmant, parce que ça marche avec. Le Don Juan, c'est le type même du prince charmant. Et donc, vous voyez bien que ce clivage, il existe, puisque j'ai d'un côté les Don Juan, puis de l'autre côté les filles qui vont avec les Don Juan. Alors, le Don Juan, lui, ses caractéristiques, moi j'en avais un, il m'avait dit, il avait un mot d'ordre, c'est pas plus d'une nuit. Et il était catégorique. Toute fille qui demandait 2 nuits, c'était non. Lui, c'était une nuit. Là, vous voyez bien le clivage. Pas plus d'une nuit, ça veut dire tu resteras une prostituée. C'est-à-dire celle que j'ai pour une fois, mais pas 2 fois. Et ce clivage, voilà, on le voit beaucoup avec donc, les hommes, les Don Juan. Alors, il y a une origine psychanalytique, je vais pas vous la développer. C'est toujours une question de père pour un Don Juan. Hein, c'est une question d'absence de père. Mais ça, c'est une sexualité qui est vraiment héritée des maisons closes. Et du 19e siècle, et ça, c'était le destin des hommes. C'est-à-dire que les femmes restaient à la maison, et les hommes, on leur disait, puisque déjà, une chose extrêmement importante, c'est que la sexualité des femmes était, jusqu'il n'y a pas longtemps, niée. C'est-à-dire que même encore début du XXe, une femme, ça n'avait pas de sexualité. Ça ne l'intéressait pas. C'est-à-dire, les femmes, il n'y avait pas besoin de s'occuper de la sexualité des femmes puisqu'il n'y en avait pas. Donc, on s'occupait de la sexualité des hommes. Et pour s'occuper de la sexualité des hommes, bah, on faisait des bordels. Hein, les militaires, c'était organisé comme ça. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le clivage était vraiment fait comme ça. C'est le clivage bourgeois, hein, on peut dire, de la petite bourgeoisie. Et c'est important parce que c'est à la suite de la Révolution française que tout ça va venir. Et ce clivage, c'est donc d'un côté les femmes qui rêvent au prince charmant et qui restent à la maison, et puis les hommes qui sortent et qui vont voir les prostituées. Et on fait juste des enfants entre les deux pour la patrie. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Alors, vous voyez que ça s'assemble encore aujourd'hui. Alors ça s'assemble encore aujourd'hui, c'est-à-dire que chez les hommes, alors ça ne va pas forcément donner des passages à l'acte. Alors en général, quand ça ne donne pas de passage à l'acte, ça va donner parfois des dépressions. Parfois, quand je dis des passages à l'acte, c'est que vous avez des hommes qui ont des maîtresses. Parfois, je rencontre, qui viennent me voir, ils vont voir des prostituées. Puis il y en a qui passent leur temps à se masturber sur Internet. En gros, c'est les quatre choses que vous allez trouver. Ça veut dire que c'est comme si la sexualité
et je vais vous montrer des exemples, étaient sortis du champ du couple. Et ça, c'est là qu'on le voit. Et alors on le voit dans les vieux couples. Hein, qu'est-ce que c'est dans un couple, je dirais, qui prend de l'âge? C'est assez caractéristique. Qu'est-ce que fait je dirais, un couple, on va dire, à la campagne? Le père, il bricole, il fait des trous. Il fait des trous parce qu'un homme, ça fait des trous. Donc il prend des marteaux, des vis, il est dans l'atelier. Et puis, qu'est-ce que fait? Alors lui, il est en dessous dans l'atelier en train de faire des trous. Et puis, que fait sa femme pendant ce temps-là? Elle nettoie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave. Elle lave, hein, j'en ai connu beaucoup comme ça. Il y a un patient qui m'a dit sa mère, elle était tellement obsessionnelle comme ça qu'elle disait on pourrait manger dans mon garage. Et lui, il disait mais pourquoi on irait manger par terre dans le garage? Mais bon, voilà. Et pourquoi? Et ça, c'est extrêmement important parce que vous allez le trouver, c'est toute l'obsessionnalité des femmes à ce moment-là avec l'eau. C'est-à-dire, soit elles enlèvent l'eau, soit elles passent tout à l'eau. Et je suis désolé, mais la sexualité d'une femme, c'est beaucoup une question de liquide. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles ont trop de désir ou pas assez. Et vous voyez, c'est pour ça que dans les rêves féminins, l'image caractéristique, c'est celle du pompier. Le pompier, qu'est-ce qu'il fait avec sa grande lance? Il éteint le feu ou il aspire l'eau qu'il y a en trop. En gros, un homme, c'est un peu ça. C'est soit une femme, elle a trop d'eau, hein, c'est un peu une eau dormante. Alors en général, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est qu'elle a trop de mer, hein, elle est trop avec sa maman. Soit elle a trop d'eau, soit elle brûle. Et à ce moment-là, l'homme, il faut qu'il puisse éteindre son feu. Alors, vous voyez, donc le couple, comme ça, on le trouve. C'est donc, là, je vous décris un couple de névrosés, hein, c'est-à-dire le bricoleur et puis celle qui nettoie obsessionnellement. Et alors, heureusement, là, je vous décris un truc tragique, parce que la modernité, ça fait quand même qu'il y a de l'espace un petit peu. C'est-à-dire que, alors, déjà, il y a le divorce. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas le divorce. Donc, c'est ça qui faisait les catastrophes. Maintenant, au moins, si on s'est trompé, on arrête. Mais pas toujours. Et vous avez encore beaucoup de femmes qui restent, notamment quand il y a la question des enfants, mais qui rêvent. Alors, vous avez maintenant des femmes plus modernes qui trompent. Il y en a un certain nombre. Il y en a moins en général. Je trouve qu'il y en a quand même moins parce que les femmes sont plutôt monogames et puis qu'elles héritent aussi de ça. Elles héritent de leurs ancêtres qui rêvaient, qui étaient tout le temps en train de rêver à quelqu'un. Et puis les hommes, je vous l'ai dit, ils vont plus facilement voir ailleurs. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est maintenant comment les générations vont jouer, mais comment surtout, ça va être une question en fait d'Oedipe et d'enfance, tout ça. Et la première des choses, pour vous parler du couple et des questions de couple et de sexualité, le premier moment important, c'est, on va dire, ce qu'on appelle la période préoedipienne, c'est-à-dire avant 2 ans. C'est-à-dire que, où est-ce qu'on voit ça dans le couple? C'est bien pour ça que je vous dis, un couple, c'est 2 enfants qui ont grandi, mais c'est toujours 2 enfants, et c'est parfois 2 bébés. Pourquoi on voit ça? Et là, il y a encore une question féminine extrêmement importante. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que tous les hommes qui ont été, et les femmes qui ont été blessés dans la période préoedipienne, c'est-à-dire entre 0 et 2 ans et demi, vont être dans des problématiques de lien. Toutes ces personnes-là vont avoir des problèmes de lien, c'est-à-dire que ça va empoisonner le couple et les difficultés relationnelles dans le sens où ce qui va être demandé, c'est en fait de l'archaïque, là. Alors, une des choses, je vais vous montrer sur des généalogies ce que ça veut dire, mais une des choses qui est importante, moi j'ai beaucoup travaillé à partir des travaux de Françoise Héritier, qui est une anthropologue, et elle montre bien qu'à l'origine de l'oppression des femmes, il y avait l'autodévalorisation des femmes. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est quelque chose qui s'est transmis. Vous avez des généalogies, notamment des généalogies où quand il y avait une fille, c'était horrible, quoi. On disait, ah ben non, on attend un garçon, oh là là, encore une fille et tout. Quand une fille est accueillie comme ça, vous pouvez être sûr qu'elle va se dévaloriser toute sa vie. C'est-à-dire, et elle transmet à sa fille. Pourquoi? Parce que les mères et filles, c'est des miroirs, quoi. Si elle-même n'a pas été accueillie comme disait Françoise Dolto, dans le génie de son sexe, eh bien, automatiquement, sa fille, elle va pas arriver à l'accueillir extrêmement bien. Peut-être mieux, mais pas très bien. Et ça se transmet. Et ça va faire des problèmes d'amour maternel. C'est ça dont je voulais vous parler. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup avec les femmes. C'est-à-dire des manques maternels et qui sont à tel point que c'est même pas une question oedipienne. Donc souvent, on dit, ah là là, les filles, elles aiment leur papa. Ben, moi, j'aimerais bien qu'elles aiment plus leur papa. Ça serait beaucoup plus facile pour elles. Mais beaucoup, c'est même pas la question du papa. Elles en sont encore à attendre l'amour de leur mère. C'est extrêmement important
Parce que ça, vous allez le voir vraiment dans les quiproquos dans le couple. C'est-à-dire que voilà, il y a des femmes qui viennent et me disent ah mais moi lui il veut faire l'amour, mais moi je m'en fous de faire l'amour. Moi je veux des câlins. Ce que je veux c'est que j'ai vraiment envie qu'il me fasse un câlin et tout ça. Et puis c'est quoi ça veut dire que là à ce moment-là et très souvent elles sont pas encore, ces femmes-là sont pas encore en demande d'homme, elles sont en demande de mère. Et donc il y a un quiproquo puisqu'elles vont demander à leurs hommes d'être leur mère, au lieu d'être des maris ou des pères. Et ça se voit beaucoup aussi quand ça va mal, c'est qu'elles vont leur reprocher ce qu'elles reprocheraient à leur mère. Ça, vous pouvez le regarder quand vous vous embrouillez, enfin les femmes, si vous embrouillez votre homme, des fois vous pouvez vous dire que vous lui demandez ce que vous demandez à votre mère, c'est possible. C'est-à-dire, t'es pas là, je sais pas, t'es pas câlin, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et c'est des quiproquos parce que les hommes, ils savent pas comment répondre à ce truc-là. Évidemment, vous avez dans l'autre sens la même chose, hein, et les hommes aussi. Évidemment, les hommes qui sont en carence, mais vous allez voir que chez les hommes, c'est un peu différent. Alors, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Daniel Flomenbaum, qui est venu avec qui je travaille, qui est venu intervenir ici, qui a écrit le livre Femmes désirées, Femmes désirantes. Et elle dit, en parlant au nom des femmes, nous aimons nos hommes comme nos mères. C'est bien cette question-là qu'on se voit, et ça va donner des questions d'abandon. C'est-à-dire que là, la question, c'est plus tant est-ce qu'on va être bien ensemble, est-ce qu'on va avoir une bonne sexualité et tout ça, c'est est-ce qu'on s'abandonne ou pas. Si tu pars, je meurs, ainsi de suite. Tout est des questions d'abandon. Tout ça, c'est ce qui est pré-oedipien. Alors, je vais vous donner un exemple transgénérationnel qui est assez spectaculaire, je trouve. C'est l'exemple d'après. Voilà, alors cet exemple est assez drôle parce que je ne vais pas vous lire tout le texte, mais je vous explique. En bas, vous avez une jeune fille. Elle est, on va dire, la maîtresse d'un homme qui est marié. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'elle découvre que cet homme, il a la date de naissance et le prénom de sa grand-mère. Vous voyez, j'ai gardé les analogies. L'homme dont elle est amoureuse, il s'appelle Frédéric, et sa grand-mère s'appelait Frédéric. Il est né le 19 février, sa grand-mère est née le 19 février. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que lui, il est avec une Aline, et que sa grand-mère, là-haut, elle était mariée à un Alain. Alors on peut se dire, mais ça c'est une coïncidence. Pas du tout. C'est pas du tout une coïncidence. Et il faut dire qu'elle est bloquée là-dedans. Pourquoi elle est bloquée? Parce qu'elle sait que ça ne marche pas. Enfin, elle en est convaincue, mais elle n'arrive pas à en sortir. Alors pourquoi elle n'arrive pas à en sortir? Ça c'est vraiment intéressant. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que sa mère a été très blessée de sa propre mère. Puisque sa mère, qui n'aimait pas son mari, était une bourgeoise qui s'occupait que de sa maison et des gens qui venaient dans sa maison. Et elle négligeait ses enfants. Donc, sa mère a toujours été en manque de mère. Ce qui fait que le message qui est transmis à sa fille, c'est « j'ai besoin de Frédéric ». Mais sauf que là, il y a méprise. C'est-à-dire que la petite fille en bas, quand elle est amoureuse folle de ce Frédéric, en fait, elle est comme sa mère qui est sans cesse en train de demander sa propre mère. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une relation inversée, je dirais presque de type homosexuel, sauf que là, malheureusement, c'est pas vécu. C'est-à-dire que quand l'homosexualité est vécue, ça pose pas de problème. Mais là, c'est un peu là encore un quiproquo, c'est-à-dire elle croit demander un homme et elle demande une femme pour le compte de sa mère. Alors vous voyez que ça, c'est comme ça qu'on voit ce genre de questions d'abandon. Et alors chez les hommes, c'est pareil. Les hommes qui ont été abandonnés un peu au niveau maternel, ils vont passer leur vie à demander à leur femme de faire maman. Ça ne marche pas. Mais ce qu'on trouve beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est des hommes qui sont étouffés par leur mère. Au lieu d'avoir été dans l'abandon, ils sont plutôt dans le trop de mère. Et alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des hommes qui n'arrivent absolument pas à se fixer. Et un peu comme, c'est exactement le cas des Don Juan en général. C'est-à-dire que c'est des hommes, dès qu'ils se fixent avec une femme, ils étouffent. Alors il faut que... Et ils n'y arrivent pas pour cette raison-là aussi. Donc ce qui fait que dans ces questions pré-oedipiennes des premières années, il n'y a pas tellement de sexualité. Et c'est des sexualités archaïques parce que c'est des sexualités de bébés. Et là-dessus, on peut trouver toutes les questions chez les hommes de l'éjaculation précoce. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est-à-dire que c'est compliqué l'éjaculation précoce pour les hommes. Quand ça démarre, ils ne savent pas trop comment résoudre la question. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que très souvent, moi c'est mon opinion, c'est toujours un rapport à la mère pour un homme, l'éjaculation précoce. Et ces hommes sont comme des... En fait, ils sont dans une sexualité archaïque de moins de 3 ans. En fait, ils ne se retiennent pas tout comme un enfant qui ne va pas aux toilettes normalement. Ils n'arrivent pas à se retenir. Et ils sont presque dans un utérus. Vous savez, comme le bébé qui
qui fait pipi dans l'utérus, dès qu'ils se retrouvent dans une femme, hop, ça part tout de suite parce qu'ils sont dans l'utérus de maman. Une des choses qui le montre souvent, c'est que vous avez des hommes comme ça qui ne sont pas du tout éjaculateurs précoces avec des femmes, des prostituées, des femmes qu'ils n'aiment pas, et dès qu'ils aiment une femme, ils vont être éjaculateurs précoces. C'est d'autant plus qu'ils l'aiment, d'autant qu'ils sont éjaculateurs précoces. Hein, et pourquoi? C'est cette question-là. Tout d'un coup, ils retombent sur leur mère. Et comme ils sont comme des petits bébés avec leur mère, hop, ils font pipi dans l'utérus. En gros, ils sont pas nés presque. Hein. Alors, c'est pas un jugement, hein, il y a beaucoup d'hommes éjaculateurs précoces, mais c'est une façon que j'ai de voir les choses. Alors, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est après la question pré-œdipienne, c'est la question œdipienne. Et la question œdipienne, c'est en gros, donc là, il y a beaucoup plus de sexualité quand on est dans les problématiques œdipiennes. Il faut au moins avoir eu accès au père. C'est-à-dire que s'il y a un peu un père dans l'économie de la mère, on va avoir des choses œdipiennes, puis après, ça va concerner le couple et la sexualité, mais ça va être plus au niveau œdipien. C'est là qu'on va voir toutes les histoires à 2, à 3, à 4, à 5. Hein, parce que je ne sais pas que des histoires à 2, ça va faire des histoires à 3, à 4, à 5. Et je vais vous montrer des exemples. Et comme je vais aller plus vite, je regarde. Oui. Et je vais vous montrer donc la façon dont on duplique cette fois-ci les scénarios œdipiens. Alors, je vais revenir au cadre que j'avais au tout début. Vous voyez, le cas de Martine. Je vous avais indiqué, donc vous vous rappelez, elle est clivée entre un mari et un prince charmant. Or, ce qui se passe, c'est que la grand-mère, ici, elle a un frère mort qui s'appelait Bertrand. C'est ça qui est à l'origine du clivage aussi. C'est-à-dire que elle, quand elle est petite, et on connaît l'histoire, c'est que l'arrière-grand-mère adorait ce petit garçon et elle n'aimait pas tellement son mari. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait souvent ce qu'on appelle le phallus de maman, c'est-à-dire que la mère, le seul homme valable dans la famille, c'est pas le père, c'est ce fils. Et pour la fille, c'est-à-dire pour sa sœur, quand elle fait son Oedipe, elle va pas faire, vous voyez, donc l'Oedipe tel que Freud l'a défini, ça marche plus. Enfin, pour moi, aujourd'hui, le modèle tient pas. C'est-à-dire le modèle du père castrateur et tout ça, ça ne tient pas parce que vous avez des filles qui n'ont pratiquement pas fait leur Oedipe avec leur père. Le père était tellement inexistant. Par contre, on retrouve beaucoup ça quand elles font leur Oedipe avec leur frère. Ça se retrouve quand vous avez des femmes qui ont des amoureux qui ont le prénom de leur frère, par exemple, ou une caractéristique de leur frère. C'est caractéristique que souvent, le modèle masculin pour elles, c'était leur frère et pas leur père. Mais alors, quand ce frère vient à mourir, c'est une catastrophe. Elles vont avoir un modèle oedipien que moi j'appelle ça, alors c'est un fantôme, hein, vraiment, j'appelle ça le fantôme de frère mort, prince charmant. Ces filles-là, vous retrouvez, c'est très caractéristique, vous trouvez des filles qui sont avec des mecs, mais incroyablement destroy. Des jolies filles et tout, et elles sont avec des mecs, c'est nos futurs, quoi. Elles sont avec quelqu'un, il va mourir sous peu, quoi. Et à ce moment-là, elles ont un prince charmant frère mort. C'est-à-dire que souvent, elles les collectionnent parce que c'est leur modèle amoureux. Le modèle amoureux, c'est un gars qui va partir, qui est mort, qui est à moitié mort, et c'est affolant parce qu'on les voit, on se dit mais qu'est-ce qu'elle lui a trouvé à ce gars-là? Il tient même pas debout. Non, ça s'appelle un fantôme. Alors, je vais vous montrer d'autres cas comme ça. Voilà. Alors ça, c'est une histoire. Alors ça peut faire peur parce que c'est la façon dont une femme va revivre ce qu'a vécu son arrière-grand-mère. Et là, c'est très surprenant. Moi, je reçois cette femme qui est en bas, là, Isabelle. Et Isabelle vient me voir, elle est catastrophée parce que tout allait bien dans son couple, elle avait 4 enfants. Et son mari arrive un soir, il lui dit, écoute, j'ai une maîtresse et j'ai décidé que nous allons vivre à 3. Et elle n'a pas envie. Elle n'a pas du tout envie, alors elle est très très mal, mais en même temps elle aime son mari. Et lui, il est là, il dit bah non, mais c'est comme ça parce que je t'aime et je l'aime. Et j'ai pas envie de te perdre et j'ai pas envie de la perdre. Alors, si vous voulez, à la limite, ça c'est moderne. Pourquoi pas? Au moins, c'est pas hypocrite. Au moins, il met carte sur table. Pourquoi pas? Si ça lui convenait à elle, hein, moi j'ai absolument aucun jugement sur rien. Si ça lui convient, sauf qu'il se trouve qu'elle, ça lui convient pas. Or, en faisant son arbre généalogique, elle s'aperçoit que c'est l'histoire de son arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que
son arrière-grand-père était à la guerre 14, et quand il a été blessé à la guerre 14, et quand il revient avec son infirmière. Et il dit à l'arrière-grand-mère, on va vivre à 3. Et l'arrière-grand-mère, elle n'a pu rien dire. Pourquoi? Une fois encore, condition des femmes de l'époque, c'est qu'à cette époque-là, une femme sans un homme, elle était morte. Mais vraiment. C'est-à-dire, elle n'avait pas de boulot, elle n'avait pas de maison, on la mettait dehors. Elle n'avait rien, aucun droit. Hein, le droit de vote, c'est 45. Elle n'avait rien, elle n'avait pas de droit. Donc cette femme, c'est l'arrière-grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été obligée de dire oui. Et ils ont vécu jusqu'à ce que chacun meure à 3. Alors je ne sais pas comment ils ont fait. Mais elle, eh ben, elle s'en est parmise. C'est ça qu'elle a transmis à sa petite fille. Ce qui est très surprenant, c'est qu'elle a trouvé un homme qui lui fait vivre la même chose. Alors que lui, il n'est pas concerné, ce n'est pas sa généalogie. Mais ça se passe souvent comme ça. On va trouver quelqu'un qui nous amène notre propre histoire. Hein, c'est quand on parle des fantômes, on appelle ça la complémentarité des fantômes. C'est on va chercher quelqu'un qui nous ramène notre propre histoire. Alors, vous avez ce cas-là qui est assez incroyable. Alors maintenant, le DIP, c'est pareil. Donc vous aussi, moi j'invite toujours les gens à travailler sur eux. Hein. Ils peuvent aller voir un psychanalyste, puis ils peuvent cogiter, on n'est pas bête. C'est que vous allez voir que notre DIP est conditionné par qu'est-ce qui s'est passé quand on était petit pendant la période oedipienne. La période oedipienne, c'est 2 ans et demi. Moi-même, je fais démarrer le DIP presque à 2 ans, en gros 2 ans et demi, 7 ans. Globalement, 2 ans et demi, 7 ans, c'est terrible, mais tout est bouclé. Votre structure, après, elle est comme ça. La structure du couple, par exemple, c'est 2 Oedipe qui se sont faits entre 2 ans et demi et 7 ans. Après, il faut du boulot pour enlever cette structure-là. C'est une structure lourde et on n'aura de cesse que de revivre ce que j'appelle, je vais vous appeler, c'est important parce que je ne peux pas parler d'Oedipe, je parle de scénario oedipien. C'est un scénario et on aura de cesse de revivre le scénario oedipien. Et là, je vais vous donner un exemple. C'est une femme qui va commencer sa vie avec successivement plusieurs hommes, avec des relations un peu trash. C'est-à-dire que c'est des relations un peu sado-maso, et elle est plutôt du côté maso. Et en fait, elle dira elle-même, les mecs, ils me traitaient comme une chienne ou comme une boniche. Or, quand on prend l'histoire de cette femme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait la nounou à la maison qui était omniprésente, qui était là tout le temps. Et sa mère était très très en manque de féminité. Tellement en manque de féminité qu'elle avait tout délégué à la nounou. Et il se trouve en plus qu'en secret, parce qu'elle l'a appris bien plus tard, de temps en temps, le père allait coucher avec la nounou. Ce qui fait qu'elle s'est fait un scénario oedipien à 3. C'est-à-dire, elle a une structure en elle clivée où elle-même, quand elle s'est identifiée, parce que l'Oedipe, c'est le moment où on s'identifie, mais normalement, dans une configuration triangulaire normale, une fille s'identifie à sa maman. Mais là, elle s'identifie à 2 figures maternelles, sa nounou et sa mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand elle se marie, là, la sexualité, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sexualité entre son père et sa mère. Et que le peu de sexualité qu'il y avait, c'était avec la nounou. Et qu'elle, elle ne peut, à la limite, jouir que dans des situations un peu où elle est comme une soubrette, comme une boniche. Et quand elle est avec cet homme qu'elle aime, en plus elle l'aime vraiment, eh ben, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle s'identifie à une mère qui ne faisait pratiquement pas l'amour avec le père et qui n'était pas très désirée par le père. Donc vous voyez, là, elle rejoue un scénario oedipien et comment sortir de ça? C'est toujours cette question-là. Déjà, une des premières choses, c'est de le savoir. C'est-à-dire de réfléchir à cette question-là. Et dans les scénarios, vous avez des scénarios à 4, à 5, c'est assez incroyable. C'est tous les personnages qui vont être là. On peut très bien, par exemple, faire son Oedipe avec son oncle. Si l'oncle maternel, par exemple, est extrêmement important dans la famille, l'image de l'homme, ça va être l'oncle. Et ça va se retrouver dans la vie. Toujours, on retrouve ça, quoi. Là, je vous donne un exemple, parce que j'ai donné beaucoup d'exemples de femmes. Je vous donne un exemple d'homme. Alors là, vous avez un homme, il est ici. Alors, la question de cet homme, c'est que déjà, bon, il est à peu près sûr que son frère est pas du père. Alors, pourquoi? Parce que, à un moment dans l'enfance, il y a eu un test sanguin et tout, et en fait, c'est impossible. Et puis, toute la famille a rien dit. Sauf lui, il a capté. Et puis, quand il en parle, on lui répond pas. On lui dit, mais non, c'est une connerie, c'est une erreur de labo et tout. Mais il dit, mais quand même, c'est bizarre, pourquoi? C'est impossible. Bon.
Alors voilà, déjà il y a ce truc-là, un non-dit, un secret. Et puis ce qui va se passer, c'est que c'était un amant. Et lui, on va voir que cet homme ici, bah lui, il est comme la femme tout à l'heure, il va être clivé en deux. Et lui, il va jouer alternativement soit le rôle du père, soit le rôle de l'amant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il est avec des femmes, il joue le rôle du père. Et quand il est avec des femmes, systématiquement, il va se débrouiller pour être trompé. Et ça le chagrine. Il sort avec une femme, et puis c'est la répétition. Dès qu'il sort avec une femme, elle le trompe. Ben là, il joue le rôle du père. Et puis à un moment donné, il en a marre, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va être l'amant d'une femme, qui elle a un mari. Et là, ça marche très bien. C'est-à-dire que du coup, c'est l'homme qui est valorisé pour sa mère. Mais il oscille entre les deux, et tant qu'il oscille entre les deux, ben, il est nulle part. Il ne peut pas se construire. Il va être soit l'amant d'une femme, soit un homme trompé, il ne sait pas comment faire. Donc vous voyez, là encore, il y a une répétition d'une structure, d'une configuration oedipienne, et il est coincé dedans. Donc voilà, alors pour dire que ces désordres, tous ces désordres-là, on les voit, et on les voit de façon très subtile quand il y a énormément de modernité. Vous voyez ça avec des jeunes couples. Par exemple, ces caractéristiques, j'en reçois, vous avez des couples, ils ont 26, 27 ans, ils ont été depuis, par exemple, 7 ans ensemble, mais chacun dans un appartement différent. Ça marche super bien, tout est génial. Puis à un moment, ils se disent 27, 28, tiens, on s'installe ensemble. Alors ils s'installent ensemble, ils déménagent, 15 jours après, ils ne font plus l'amour. Ça commence. Alors des fois, c'est lui qui veut plus. Des fois, c'est elle qui veut plus, puis des fois, c'est tous les deux. Et puis, ils n'y arrivent plus. Plus de libido, des fois, manque d'érection. Alors que pendant 6-7 ans, c'était merveilleux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, c'est les fantômes de leurs parents qui arrivent. C'est-à-dire, en gros, quand on vit ensemble, on n'est plus des amants qui s'aiment et tout, on est des papas-mamans. Et les papas-mamans, qu'est-ce que ça fait? Ça fait lit à part, ça se tourne la nuit, ça dort. Donc, il ne faut plus l'amour. Oui, ils sont rattrapés et ils ne comprennent pas. Mais là encore, ils peuvent le comprendre. Et vous avez encore plus... vous avez des fois des choses très radicales. Comme ça, il y avait une femme là, qui avait à peu près 35 ans, très amoureuse d'un homme. Et eux, ils ne vivaient même pas ensemble. Et pourtant, au bout d'un mois formidable, et ensuite, pendant 5 mois, rien, zéro. Et ils se voyaient et ils faisaient dodo ensemble. Câlin, ils se prenaient dans les bras. Impossible de faire l'amour, ni l'un ni l'autre. Et elle est atterrée, elle et lui, ils sont atterrés et tout. Et là, c'est la façon dont ils sont complètement rattrapés par leurs parents, et cette femme notamment, ses parents faisaient... Son père avait que des maîtresses et ne faisait jamais l'amour avec sa mère. Donc elle s'est identifiée là à sa mère qui ne faisait jamais l'amour. Et à la limite, c'est terrible, mais pour que la situation se décoince, il aurait fallu que son copain ait d'autres femmes. Et dans ce cas-là, ça aurait pu débrouiller l'affaire. Mais tant que lui était fidèle, ça ne bougeait pas. Vous voyez, c'est vraiment complexe, quoi. Alors, on le trouve aussi beaucoup avec les femmes, avec les problèmes gynécologiques. Alors ça, c'est un grand... Je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup. Et c'est très subtil parce qu'évidemment, la gynécologie, il faut aller voir, on va voir la gynéco, puis vous avez des femmes comme ça, je me rappelle d'une, la gynéco, elle en avait marre. Elle a dit, bah, écoutez, ça fait 10 fois que je vous vois, je ne sais plus quoi faire, quoi. Or, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être toujours la façon dont, je dirais, les fantômes archaïques viennent rattraper les femmes, c'est-à-dire, c'est en général quand elles aiment et quand elles sont, ou quand elles jouissent. Par exemple, tant qu'elles ne jouissent pas, elles ne vont pas avoir de symptômes gynécologiques. Et puis elles vont vraiment une fois faire l'amour, ça va être super, super, et hop, le lendemain, cystite, ça commence. Ou le lendemain, mycose. Et alors vous avez tous les trucs en hit qui vont débouler, voire les herpès des fois, les herpès à répétition, des choses comme ça. Et là, c'est redoutable parce que consciemment, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Par exemple, elles disent, mais j'ai joui, j'adore cet homme, c'était super et tout. Et ben voilà, maintenant, je ne peux plus, là, du coup, on arrête parce que j'ai une mycose, mais incroyable et tout ça. Et ça, c'est la façon dont là, on va dire, le corps est complètement happé par les ancêtres, par la façon dont... Alors, je vais vous montrer des cas, ça peut s'expliquer de différentes façons. Alors, il y a toujours une partie qui est, on va dire, psychanalytique de base. La partie psychanalytique de base, c'est... le meilleur moyen de rester avec sa mère. Mais ça, c'est une question un peu délicate. Mais c'est pour les femmes, vous avez comme ça des femmes, c'est comme une trahison de leur mère. Donc dès qu'elles se mettent à vraiment jouir et aimer, il faut qu'elles se punissent d'avoir joui ou aimé pour pouvoir rester la petite fille à leur mère. Bon, ça c'est une question un peu psychanalytique. Mais il y a une question transgénérationnelle. Souvent, là vous voyez par exemple, il y a une femme qui
tout va bien avec son compagnon, elle décide de faire un enfant, boum, ça commence. Trouble gynécologique. Vous allez trouver une grand-mère qui a détesté avoir des enfants. Elle en a eu une tripotée, elle avait l'impression d'être qu'un ventre. Hein, vous avez beaucoup d'ancêtres comme ça, c'était terrible, quoi. Ces femmes n'avaient pas du tout envie d'avoir autant d'enfants. Et ça fait un fantôme. C'est-à-dire, en gros, le message qui va être transmis, c'est « fais pas d'enfants, c'est une catastrophe ». Donc, comme elle a envie d'avoir un enfant, parce qu'elle a son propre désir, ben c'est son corps qui lui dit non. Alors, vous avez un autre cas aussi souvent, c'est ce cas-là, c'est le mauvais mariage. Alors, ça arrive dès qu'il y a de l'installation. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on s'installe dans la même maison ou on achète une maison ensemble. On se marie. Alors là, le mariage, ça peut être redoutable. C'est-à-dire qu'en fait, le couple vit comme ça, puis il dit oh, bah, ça serait rigolo, tiens, on va se marier. Il se marie et boum. Là, il y a des troubles gynéco qui vont commencer à arriver. Pareil, pourquoi? Parce que bah, la grand-mère, ici, elle a détesté son mariage. C'était un cauchemar. C'est encore la façon dont les petites filles, arrière-petites filles, peuvent être rattrapées. Et les hommes, c'est pareil. Hein. Mais je vous dis, c'est plus compliqué, puisque les hommes, il y avait une certaine liberté dans la sexualité qui faisait qu'il y avait de l'air un peu. C'est moins fort, souvent. Il y a moins de cruauté dans les résultats. Quoi. Alors, maintenant, quelle heure il est? Ça va? Donc, pour vous dire tout ça, maintenant, je vous ai expliqué des choses assez terribles. Comment on sort de ça? Hein? Comment on sort de ça? Comment on va faire? Et puis, est-ce que la modernité va nous sortir de ça? Parce que c'était le thème. Alors, moi, mon opinion, vous voyez, par exemple, comment on sort du... Parce que c'est pas simple. Comment on sort du prince charmant et du mari? Comment pour les femmes? Comment on sort de la maman et de la putain pour les hommes? Alors déjà, il y a déjà une chose qui est importante, c'est qu'on est soumis au social. Ça, il y a un endroit où on ne peut pas y faire grand-chose. Je peux vous dire, par exemple, il y a eu, il y a pas mal de décennies, il y a une enquête sociologique, j'avais adoré cette enquête. Ils avaient fait une enquête en milieu populaire et en milieu bourgeois. Et en milieu bourgeois, ils demandaient aux femmes, quel est votre idéal d'homme? Genre à 80%, grand, maigre, avec des lunettes et des yeux bleus. Milieu populaire, plutôt petit, râblé, brun, un peu costaud. Et 80%. Là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui échappe. Et vous prenez chaque femme individuellement, vous lui dites c'est quoi? Ah bah c'est moi. Ah, j'adore trop le gars, il est grand avec des lunettes et tout. Bon, c'est assez. Là, c'est vraiment social. Hein. Donc ça, on ne peut pas trop y échapper. Il va y avoir une donnée sociale. Maintenant, comment on va arriver parce que le but de l'affaire, c'est qu'on arrive à notre désir, c'est-à-dire qu'on soit avec la personne qu'on aime comme on aime. Et je dirais du sexe qu'on aime, parce que c'est ouvert, c'est pas que hétérosexuel. Mais comment on fait pour être heureux, en fait? Et après, bon, il y a alors, où les réponses, elles sont où? Alors, moi, comme je vous parlais de la condition de la femme, ça veut dire qu'on peut se dire, plus la condition de la femme va être améliorée, mieux ça va aller. Et ça, c'est vrai que j'y crois. Sauf que, par exemple, ce que dit Françoise Héritier, hein, je vous cite encore elle a dit, première des choses capitales pour les femmes, la maîtrise de leur corps. Elle dit, il n'y a rien de plus important que la maîtrise de son corps, c'est-à-dire de la contraception. Tout découle de là. Elle dit, même le travail, c'est pas important, même le reste, c'est pas important. D'abord, une femme doit décider de ce qu'il y a dans son ventre. C'est-à-dire, elle a raison. Sauf que, là, il y a les fantômes transgénérationnels qui arrivent. Et je vais vous montrer un cas. C'est pas si simple. Vous avez cette femme en bas qui s'appelle Christelle. Elle a fait 8 avortements avec 4 hommes différents. Bon, c'est pas mal, 8 avortements. C'est un peu lourd, là. 8 avortements, c'est récent. C'est-à-dire dans une période où la contraception était totalement développée. Pour elle, elle le savait. Donc, qu'est-ce qu'elle fabrique, là? Alors, moi, je dis, elle bégaye. Elle bégaye avec son corps. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, son arbre, on l'a fait, vraiment, même si c'était un arbre familial. Sa mère a fait une IVG, sa grand-mère a fait une IVG et l'arrière-grand-mère a fait une IVG. Là, elle est complètement rattrapée par l'histoire des ancêtres. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas un peu travaillé tout ça, elle va répéter. Donc vous voyez que, OK pour la maîtrise du corps de la femme, mais il faut qu'il y ait de l'archaïque qui soit un peu déblayé. Sinon, il va y avoir des répétitions. Donc voilà, et il faut bien comprendre, moi je vous parle de cette question d'avortement parce qu'elle est extrêmement importante. Vers 1900, il y avait 1 million d'avortements par an. Hein, on évalue à peu près, les historiens évaluent. C'est extrêmement important. Ça veut donc dire que nous sommes tous concernés, enfin, toutes nos généalogies sont concernées par des avortements. C'est pour ça que je vous dis ça.
1 million d'avortements par an. Les infanticides, c'est énorme. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. C'est des choses dont on hérite. Hein. Alors, je suis d'accord avec Françoise Héritier. Oui, la contraception, à partir du moment où on peut sortir un peu des vieilles structures archaïques qui vont hanter. Mais je crois vraiment que le couple peut s'appuyer là-dessus. Mais une fois encore, il peut y avoir aussi des effets pervers. Il y a un effet pervers, c'est celui de la paternité. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont remarqué qu'il y a un glissement dans les années 80 avec une loi qui est passée à l'Assemblée qui donnait les enfants aux femmes non mariées. C'est-à-dire que c'est la loi après qui a pu heureusement être amendée, mais ça a donné dans les années qui ont suivi une catastrophe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait une destitution du père et qu'une fois encore, ça paraissait donner une liberté et une aisance aux femmes, sauf qu'elles en ont fait quelque chose avec des choses archaïques. Qu'est-ce qu'on fait? Tout un tas de femmes, elles ont dit puisque c'est comme ça, je vire le mec. Alors du coup, je prends l'enfant, je vire le mec. C'était pas une solution non plus, et ça fait des catastrophes sur les enfants qu'on suivi. C'est des centaines de milliers d'enfants comme ça qui ont été sans père. Donc c'est pareil. Il y avait de l'archaïsme qui venait. Les femmes n'étaient pas prêtes à ça. Et il y a aussi autre chose qui arrive, c'est ce que je dirais l'inversion. Alors je vais vous donner un exemple avec une femme qui vient du Maghreb, parce que c'est intéressant. C'est cette femme qui est là. Alors elle est tout à fait moderne. C'est-à-dire, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle a tout pour elle. Mais il y a un truc, c'est qu'elle est un peu, elle le dit elle-même, elle est un peu masculine. C'est-à-dire, c'est elle qui mène l'affaire. Et dans son couple, c'est un peu compliqué parce qu'elle mène un peu trop l'affaire. C'est un peu trop. Or, si on regarde son arbre, c'était une catastrophe, sa mère et sa grand-mère. Hein, sa mère a été donnée de force à l'âge de 13 ans à un grand cousin qui avait 30 ans de plus qu'elle. Elle s'est enfuie. Elle s'est mariée avec un homme en France, mais la grand-mère avait déjà été mariée de force à 13 ans. Et le grand-père, là, était un homme très violent et paranoïaque, absolument abusif. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait, la petite? Et c'est normal, elle est née en France. Elle porte la mémoire de ses ancêtres et elle dit « à moi, jamais ça m'arrivera ». Mais le problème, c'est qu'elle en fait un peu trop dans l'autre sens. Donc le travail avec elle, ça va être de pouvoir lui faire en sorte qu'elle retrouve une douceur et une féminité et une vue de partage. C'est-à-dire qu'elle retrouve un pouvoir de femme normal, mais il ne faut pas que ça soit à l'envers de l'autre côté. Et là, on peut être rattrapé par aussi des archaïsmes qui vont faire les choses à l'envers. Et si c'est à l'envers, ça ne marchera pas non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de place pour l'homme, je ne crois pas que ça soit juste aussi. Et voilà à peu près un certain nombre de choses que je voulais dire. Et une autre chose aussi que dit Françoise Héritier, le deuxième élément qu'elle donne pour l'avenir, elle parle de l'avenir des femmes. Hein. Mais pour moi, l'avenir des femmes, c'est l'avenir des hommes. C'est-à-dire les jours où les femmes sont bien, les hommes sont bien. Et que dans la domination masculine, les hommes s'y sont pas plus retrouvés. C'était pas mieux d'aller au bordel que de... Enfin, je pense pas que c'était le pied non plus. En plus, c'était dangereux. Vous voyez, au 19e siècle, ils attrapaient la tuberculose, la syphilis. Syphilis, c'était le deuxième fléau du 19e siècle. C'était pas chouette non plus. C'est pas ça qu'on peut souhaiter aux hommes. Mais c'est ce qu'on peut se dire. On peut se dire que si les femmes seront bien en elles et bien dans leur sexualité, bien dans leur désir, les hommes en profiteront normalement. Mais la deuxième question que soulève Françoise Héritier, c'est la question de l'information. Elle dit plus on est informé, et notamment elle parle d'un truc extrêmement important, c'est qu'elle dit que les hommes préhistoriques, elle explique la domination masculine par le fait que les hommes ne savaient pas que dans le ventre de la femme, il y avait la rencontre des gamètes. Elle dit qu'ils savaient très bien qu'il fallait un coït masculin et féminin pour faire un enfant, mais ils ne savaient pas qu'il y avait la rencontre du patrimoine génétique. Et que quand on sait qu'il y a une rencontre du patrimoine génétique, on sait donc que c'est 50-50. Et si c'est 50-50, la pensée va donner ce 50-50. Mais là où je pense que François Héritier ne se rend pas compte, c'est que cette information d'accord, mais adulte, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que pour moi, l'avenir du couple, mais ça c'est impossible. Je parle des futurs couples dans les générations à venir. Il faudrait de l'information sexuelle aux enfants à partir de 3-4 ans pour que les couples futurs soient un peu plus, on va dire, harmonieux. Mais tant qu'il n'y aura pas d'information sexuelle à 3-4 ans, 4-5 ans, tant qu'elle va venir au mieux à 9-10 ans, au pire à 13 ans, c'est foutu. Pourquoi? Parce que les représentations, ce sont des représentations à ce moment-là archaïques.
Vous voyez par exemple un site qui me disait en classe de CM1, sur 26 enfants, il y en avait que un seul qui savait comment, vous voyez c'est 9-10 ans, un seul sait comment on fait les enfants, aujourd'hui. Et pourtant ils en ont de l'information, alors qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, la moitié de la classe a vu un film porno. Donc ils ont un décalage, une fois encore, entre l'information qui est réellement donnée. Ça veut dire que toutes les représentations des enfants sont des représentations anales. Tout, si on demande dans cette classe comment on fait les bébés, c'est par l'anus, ça sort et ça rentre par l'anus. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont vu des films porno. Donc, ils ont vu ce truc-là. Alors, vous voyez que tant qu'il n'y aura pas d'information correcte, ces futurs enfants, ça va donner des futurs adultes avec des représentations complexes. Vous voyez, les représentations complexes qu'on peut voir, c'est quand, dans une généalogie, par exemple, le père n'est pas pensé. Ça fait de l'auto-engendrement. Ça peut donner, je ne dis pas que c'est ça à chaque coup, mais ça peut donner des femmes qui n'arrivent absolument pas à être enceintes, hormis une fécondation in vitro, ou hormis tout ce système-là. Pourquoi? Parce que dans leur inconscient, moi je le vois dans les rêves, il y a des femmes qui arrivent avec des rêves, et dans le rêve, les bébés, ça se fait dans des éprouvettes. Pourquoi? Parce qu'elles l'ont fait avec leur maman. Si vous, à 3 à 4 ans, une petite fille, elle pense qu'un bébé, ça se fait avec sa maman, plus tard, elle va le faire avec le maman médecin. Elle va aller voir un médecin qui va représenter sa maman, qui lui donne un petit bébé dans le ventre de cette façon-là. Sauf que cette personne-là, quand elle va voir le médecin, elle a 30 ans, elle est adulte, elle est informée, elle n'est pas bête, elle sait très bien. Mais à l'intérieur d'elle, de son inconscient, il y a un petit enfant qui dit « Ah, j'ai besoin d'une maman pour me faire un bébé ». Vous voyez que là, la question de l'information me semble extrêmement importante. Il est quelle heure? Il est 3h15, donc je vais arrêter bientôt. Mais pour vous dire qu'on est mal parti sur cette question de l'information, parce que je vous avais amené un petit dessin, parce que je trouvais ça... Voilà, c'est quelque chose que j'utilise pour expliquer aux enfants la sexualité. Et moi, je vous dis aux enfants, à partir de 2 ans et demi, je leur explique. Hein. Et ce n'est pas des traumatismes, pas du tout, du tout, du tout. C'est de la lumière pour eux. Ils sont libérés, puisqu'ils le savent. Ils savent très bien. Sauf que du coup, ils mettent tout en face. C'est-à-dire que ça correspond à ce qu'ils avaient deviné. Alors, vous voyez, ça, tout est très bien fait là-dedans. Mais moi, j'étais stupéfait parce que, regardez, là, je suis très content parce que pour une fois, on monte des zizis, pour une fois, on monte des personnes à poil. En plus, ils sont rigolos et c'est sympa comme tout. Mais regardez la fille. C'est quoi ce zizi qu'on lui a fait? Donc moi, je sais pas, ou alors c'est moi. Mais moi, j'ai regardé le truc, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Alors, il y a une espèce, ça ressemble à un ventre de nounours. Il y a une espèce de truc, et puis il y a un point. En fait, ça fait un nombril. Bon. Et le reste du dossier, c'est une revue, les 4 pages sont formidables. C'est vraiment formidable. Et puis là, tout d'un coup, il y a un zizi qui n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et je pense que c'est des rédactrices, en plus. C'est des femmes qui ont fait ça. Ça veut dire, la femme n'a pas de sexe. On en est encore là. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, ça veut dire que ça, c'est ce qui va être transmis aux enfants, qui sera transmis. Les femmes n'ont pas de sexe. Elles n'ont pas de sexualité, puis en plus, elles n'ont pas de sexe. Elles ont un rien. Ou voire un petit truc nombril. Vous voyez? Donc ça, c'est assez terrible. Et puis pour finir, juste, c'est quand je parle de tout ça, évidemment, je parle aussi de la question qui va se poser avec les couples homosexuels. Hein, parce qu'il n'y a pas la question que des couples hétérosexuels, il y a la question des couples homosexuels. Et là aussi, moi je pense quand même, oui, ce que je voulais finir quand même pour dire, c'est que je crois quand même que ce qui compte, c'est que même s'il y a des archaïsmes qui viennent empoisonner la modernité, ce qui compte quand même, c'est qu'il y ait des choses traditionnelles qui puissent être conservées, parce que ça fait partie, on va dire, des choses de base. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, le masculin et le féminin, c'est extrêmement important, je vois avec les enfants. Alors après, si le couple est homosexuel, il faut souhaiter, en tout cas, par exemple, qu'il n'y ait pas d'Homère, mais qu'il y ait un des deux qui prenne un rôle, je dirais masculin, même si c'est une femme, c'est-à-dire qu'il y ait un tiers qui puisse être fait, puisque, en général, le père, jusqu'à présent, est une garantie de séparation de la mère et de l'enfant. Et moi, je le vois parce que je reçois des couples avec un père et une mère, et je regarde et j'ai pas avec moi un père et une mère, j'ai 2 mères. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un enfant comme ça, il a attaqué sa mère à coups de couteau, à 10 ans. Et alors je dis au père, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, il dit, bah, moi je sais pas, ça arrive quand je suis pas là. Voilà ce qu'il me répond. Mais je lui dis, bah, ça va continuer votre truc, vous pouvez pas lui dire qu'on n'attaque pas sa mère à coups de couteau. Bah, il n'y a même pas pensé. Lui, il n'avait pas pensé prendre son fils et lui dire stop. Et puis il l'a fait, puis c'était fini. C'était pas plus compliqué que ça. Hein. C'est en une séance, il n'y avait pas besoin de faire autre chose. Donc là, il fallait un rôle
paternelle de coupure. Justement, le garçon avait un couteau parce qu'il disait quand est-ce qu'on va me couper, quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire. Et la question là, je dirais au niveau de l'homosexualité, c'est je souhaite que dans ce cas-là, il puisse y avoir deux fonctions, c'est-à-dire une fonction tiers et une fonction plus maternante. Après, on se débrouille, puisque les hommes sont maternants, mais qu'il y ait vraiment une fonction différente. Ça, c'est des choses, je dirais, pas archaïques, mais traditionnelles, qui me semblent, parce que je le vois aujourd'hui et que ça manque beaucoup. Hein, c'est l'autre versant où je pense qu'il faut aussi garder des choses. On ne va pas tout jeter dans la modernité. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire.